On va corriger ce questionnaire. Je rappelle donc certaines élèves n'ont pas réussi à faire les deux questions là, alors que ce sont simplement des manipulations avec la calculatrice. Comme je vous l'ai dit, c'est marqué dans le cours. Après, si c'est pas clair, vous avez toutes les ressources du web pour y arriver. C'est vraiment pas dur du tout. Hein. Donc, on vous demande même pas de détailler les calculs, on vous demande de taper des touches pour que ça donne le résultat. Donc là, le coefficient binomial 18,7 pardon, ça faisait 31 824. Ça, quasiment tout le monde, ceux qui ont essayé, ont su le faire. Par contre, ça, c'est plus délicat. Ceux qui ont essayé de trouver donc la probabilité d'avoir au plus 12 succès, tout le monde n'a pas trouvé ça. Donc il y a eu des... Je sais pas quelle manipulation vous avez fait à la calculatrice, mais je rappelle que les paramètres importants sont n, 18, et la probabilité d'un succès, 0,7. Évidemment, en relisant mon questionnaire, j'aurais dû mettre à peu près égal, parce que c'est pas égal, hein, c'est à peu près égal. Donc voilà, s'il y a une petite coquille à voir, c'est plutôt ça. Voilà. Ensuite, question exercice 2. Alors là, il y avait une petite faute, Lucas avait remarqué. On lance, en fait, le 1, il n'est pas au bon endroit. On lance 50 fois un dé, ici, équilibré à 6 faces. Et donc, on gagne de l'argent, on gagne 1 euro si on obtient 5 ou 6. Sinon, on ne gagne rien. Il ne se passe rien. Donc là, calculer les... Là, je vais faire un retour. Il manquait un double slash. Pour ceux qui connaissent le LaTeX, il manquait un double slash. Hop. Calculer l'espérance et la variance et l'écart type. Donc là, c'est très bien fait, l'élève qui a fait ça. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il me donne la valeur exacte, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Donc la valeur exacte et la valeur approchée. Et reproche que je peux faire à certains aussi, c'est lorsque vous calculez l'écart type, prenez la valeur exacte, ne prenez pas la valeur approchée. Prenez les valeurs... quand c'est possible en maths, prenez les valeurs approchées. C'est vraiment un réflexe à avoir. C'est de prendre les valeurs exactes quand c'est possible. Des fois, ça l'est pas. Par exemple, la probabilité donc, que x est inférieur ou égal à 12, ça, vous ne pourrez jamais avoir une valeur exacte. Donc, c'est normal que vous preniez une valeur approchée. Mais ici, vous avez des valeurs exactes qui sont des fractions. Il n'y a rien de compliqué. Ben, prenez les valeurs exactes. Petite mention spéciale à l'élève qui m'a rajouté des euros, ce qui est très très bien. Donc, l'espérance, c'est donc à unité par rapport à la variable aléatoire. Ok, donc là c'est très bien. Et là aussi c'est très bien. Et cette personne n'a pas mis de euros ici. Parce qu'au fond ici, si on devait mettre une unité, ce serait des euros au carré. Au carré comme ça. Et comme ça n'a pas de sens des euros au carré, on n'en met pas. Et je vous rappelle aussi, c'est pour ça qu'on utilise l'écart type. Le fait de mettre la racine carrée de la variance me permet de retrouver l'unité de la variable aléatoire. D'accord? Si la variable aléatoire c'est des euros, l'écart type c'est des euros. Si la variable aléatoire par exemple c'est, je sais pas, c'est un temps, l'écart type c'est un temps. Par contre la variance c'est au carré et souvent ça n'a pas de sens. Enfin pour interpréter ça n'a pas de sens. D'où l'intérêt on utilisera souvent l'écart type plutôt que la variance. Ensuite, voilà. D'ailleurs je sais pas qui, je crois que c'est Jules. Je sais pas pourquoi certains s'embêtent à me calculer la variance avec la formule donnée en première, qui consiste à regarder la différence au carré entre les valeurs et la moyenne, entre l'espérance. Donc je vous l'ai pas dit. Je ne vois pas pourquoi vous cherchez compliqué à vouloir calculer la somme des différences des carrés entre... Mais moi il y a un cours, il y a une vidéo juste... En fait Esteban m'avait demandé, et je l'ai fait, de mettre des vidéos avant chaque question. Bah, si vous jetez un petit peu la vidéo, ça vous évite d'aller jeter votre cours de première S ou même d'une vidéo sur internet, je sais pas. Bon. Assez étonnant que certains utilisent des formules de l'année dernière qui sont assez compliquées à retenir par manque d'habitude, mais moi j'en fais pas beaucoup des stats. Hein. Les formules je les connais pas par cœur. Les stats j'en ai fait finalement très très peu dans mes études. Mais bon. Alors, maintenant... question. Maintenant, il faut interpréter les résultats qu'on a trouvés. Ça, c'est très bien, mais le problème, si vous avez regardé mes commentaires de votre travail, on vous demande d'interpréter. Ça, c'est important. Donc, effectivement, de manière générale, on appelle ça succès. Mais ici, c'est quoi le succès ici? C'est le fait de gagner de l'argent. Donc, en moyenne, en fait, j'aimerais qu'on ne dise pas qu'on ait 16,66 succès, mais qu'on gagne, c'est ce qu'a fait l'élève ici, qu'on gagne environ, voilà, ça c'est l'interprétation. Ça,
ça c'est un manque d'interprétation puisque vous n'avez pas traduit le succès dans le contexte de l'exercice. Le succès ici c'est de gagner de l'argent, c'est de gagner 1 euro à chaque fois qu'on a 5 ou 6. Donc là, quand on fait 50 lancers, en moyenne, on gagne 16,60 €. 16,06 € si vous voulez, à peu près. Et c'est pareil ensuite pour l'utilisation de l'écart type. L'écart type, ça donne de combien on s'écarte par rapport à la moyenne, et ça donne donc à peu près 68% d'écart. Donc en gros, je ne vous l'ai pas dit, mais parce que c'est pas intéressant, mais dans une grande majorité des cas, lorsqu'on joue à ce jeu, on gagne entre 13 € et 20 €. Donc c'est quand même un jeu qui est intéressant, même si on gagne forcément de l'argent, puisque on ne peut pas en perdre. Donc j'ai pas voulu complexifier le problème et faire quelque chose de simple, mais voilà. C'est important qu'il y ait le euro ici, ok, à chaque fois. Là, je vais arrêter. Oui. Donc dans le cours que vous avez envoyé, le premier, donc que j'ai supprimé, que j'ai remplacé par un autre, il y a une grosse erreur dans la fonction de la place Gauss. Là c'est correct, hein, ça c'est juste. Mince, là j'ai pris la règle. Ça c'est juste, mais moi donc j'avais écrit que phi de x, c'était c'était un problème au niveau informatique, j'ai oublié une accolade de mettre c'est un problème d'accolade que j'ai eu. J'avais écrit ça, et en plus j'avais fait le cours et je crois que ça m'avait même pas perturbé, alors que ça aurait dû. Donc là ça c'est faux, d'accord. Ça c'est dans l'ancienne version du cours que je vous ai envoyé. Je vous ai envoyé il n'y a pas aussi longtemps, là, ce matin, ou entre midi et 2, la bonne version. Donc ça c'était pour le dire quand même, que là pourtant cette fonction, c'est une fonction sacrée quand même, dans le monde des maths. De ne pas l'avoir vue, c'est quand même une honte. Alors, maintenant, on va passer donc aux choses sérieuses, au cœur du chapitre, qui est donc une variable aléatoire qui est issue de la loi normale centrée réduite. Peut-être que je devrais faire un petit rappel. Donc le cours est là, je vais faire un petit rappel. Donc je rappelle que donc voilà une variable aléatoire qui suit la loi normale centrée réduite. Pour calculer les probabilités avec, donc on calcule l'intégrale de la fonction de Laplace Gauss entre les bornes qu'on vous donne. Si je calculais donc la probabilité que z soit entre moins 2 et 1 ici, d'accord, si je vous fais un gros, ici entre moins 2 et 1, ben en fait il faut calculer l'intégrale entre moins 2 et 1, et l'intégrale comme la fonction est positive et continue aussi, c'est l'air sous la courbe. D'accord, ça c'est important, c'est la chose centrale à comprendre. Ok, maintenant donc on va passer aux propriétés à connaître. Donc ici l'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini de la fonction de Laplace Gauss, c'est-à-dire que z soit compris entre moins l'infini et plus l'infini, c'est le fait que je vous rappelle que la fonction de l'intégrale de la fonction de Laplace Gauss, elle a pour intégrale entre moins l'infini et plus l'infini 1. Donc ça c'est ce qu'on appelle c'est une des raisons pourquoi on appelle ça une fonction de densité. Donc l'air sous la courbe entière, d'accord, elle vaut une unité d'air. Alors il n'y a pas de point là, c'est après. Une unité d'air. Ok, ça c'est important. Donc si vous avez imprimé votre cours, ça correspond au petit 1. Ok. Ensuite le petit 2, là, que je vais faire un schéma. Vu que l'air sous la courbe, donc de moins l'infini à plus l'infini, ça vaut 1. Si je prends une moitié, donc là je vais représenter juste le côté positif. Ça veut donc dire que, donc plutôt le côté négatif, parce que ça m'arrange par rapport à la vidéo. Si je prends juste le côté négatif, ça forcément c'est la moitié, c'est 0,5 unité d'air. Donc la probabilité, si vous avez une loi normale centrée réduite, la probabilité que z soit positif, ben c'est 0,5. D'accord? Ensuite, oula, c'est moche. Des questions, c'est bon? Ensuite, si je bascule sur maintenant d'autres propriétés, ponctuellement, ça vaut 0. Puisqu'en fait, si je sais pas ce qui se passe. Si je regarde juste en un point, donc j'appelais ça 3 ici, là, mon graphique 3. Si je regarde ponctuellement ici, admettons juste ça, là c'est A. Ponctuellement, ben, l'air sous la courbe, ça vaut 0. Il n'y a pas d'épaisseur, donc vous avez juste un segment, et un segment n'a pas d'air. Donc c'est pour ça que ça fait 0. Monsieur? Oui. Monsieur, je suis désolé, mais je vais devoir y aller. Oui, je le sais, tu m'avais averti. Donc, bonne journée. Merci à vous aussi. Donc, tu regarderas les vidéos, hein, tu auras la suite en vidéo. Au revoir. Pas de problème. Alors, maintenant, petit 4. Donc, ça, c'est important. Le fait que ponctuellement,
que ponctuellement si on regarde la probabilité ponctuellement, ça vaut 0. Ça veut donc dire que, au passage, les inégalités, qu'elles soient strictes ou larges, ça n'a pas d'importance. Ça veut dire que là, ici, j'aurais pu mettre strictement inférieur, strictement supérieur, strictement inférieur, ça ne change rien. D'accord? Je le dis juste oralement. Et là, c'est pareil. J'aurais pu mettre strictement supérieur à A et Z compris entre A et B strictement, ça ne change rien. Et là aussi, je peux mettre des inégalités strictes, et là aussi, ça ne change rien. Ça, c'est du fait que ponctuellement, si j'enlève juste un élément, ça ne change pas l'air sous la courbe en fait. Maintenant, petit 4. Peut-être que je vais décaler ça. Je l'ai pas bien mis, je trouve. Là, je vais mettre plutôt comme ça. Voilà. Petit 4. Ici. Alors là, tout ce que je fais là, c'est important de comprendre ça. Le but, c'est pas d'apprendre par cœur les formules, parce que même moi, je les connais pas forcément par cœur, du fait que j'utilise pas tous les jours, mais que je peux les retrouver facilement à l'aide d'un graphique. Ça, c'est important de savoir faire ça. Donc là, je me donne A et B, donc des valeurs. A est plus petit que B. Donc si, par exemple, je me donne la probabilité d'être inférieur à moins A. Donc, évidemment. Alors ici, par exemple, vous avez un A, peu importe. Là, je me donne A, admettons. Ici, vous avez moins A. Donc, je prends dans le cas où A est positif, c'est vrai, mais le cas A est négatif, ça ne change rien. La probabilité que Z soit plus petite ou égale à moins A, ça correspond à cette R-là. D'accord? Ça, c'est la probabilité que grand Z soit inférieur ou égal à A, ou strictement ou pas, ça ne change rien, je le rappelle. Et vous voyez bien que par symétrie, je vous ai dit que la fonction de Gauss-Laplace, c'était une fonction paire, il y a une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Cette R-là, on la retrouve aussi ici, par symétrie. Vous comprenez? C'est bon? Des questions? Donc ça, c'est la même chose. D'accord? Ça, c'est la probabilité que Z soit supérieur à A. Et si vous regardez bien aussi, si je veux juste cette probabilité que je viens d'assurer, je pourrais prendre toute l'air sous la courbe qui vaut 1, d'après ce qui est. C'est parce que c'est la densité là. L'air sous la courbe elle est entière. Et si je lui retranche, donc si je regarde plutôt cette expression là, à 1, j'enlève P de Z inférieur ou égal à A. Donc finalement, ça c'est égal à ce qui est là. Et ce qui est là, c'est aussi égal à l'air de toute la courbe moins l'air tout ce qui est avant A, plus petit que A. Vous comprenez? Oui. Donc ça c'est important de le voir visuellement, de comprendre que la probabilité de Z inférieur ou égal à moins A, c'est comme la probabilité de Z supérieur à A, donc il n'y a plus le moins. Mais aussi je peux voir ça comme étant finalement, en plus, visuellement ça se voit, et au passage, ça c'est un peu comme ici, où est-ce que mon stylo? Voilà. Ici, c'est la même chose que si j'écris A, P de A, c'est comme 1 moins P de A bar. Donc là c'est pareil, vous avez ça c'est A, A bar ce serait donc strictement inférieur, mais comme que les inégalités soient larges ou strictes, que je mette strictement inférieur ou inférieur ou égal, ça ne change rien. Donc il y a aussi deux manières de le voir, soit par le graphique, soit en passant par la probabilité du complémentaire. Ensuite, petit 5, là vous avez donc la probabilité que Z soit compris entre A et B, strictement ou pas, je le rappelle, ça n'a pas d'importance. Donc là vous avez par exemple ici A, P négatif, et B, ils ne sont pas forcément symétriques l'un à l'autre. Donc ça c'est la probabilité donc, que Z soit compris entre A et B. Ok. Et là vous pouvez voir ça comme étant la probabilité de Z inférieur à B. Donc je prends tout ce qui est avant B, là, donc moins l'infini jusqu'à B, l'air qui a donc sous la courbe entre moins l'infini et B. Mais comme c'est pas, il y en a trop, à ça je retranche donc l'air qui a entre moins l'infini et A. C'est exactement ce qui se passe là. Donc si vous savez plus si là il y a si on met le A d'abord ou le B après, ce qui peut arriver, vous savez qu'il y a une différence, mais vous savez plus si c'est A, si on respecte l'ordre finalement de ce qu'il y a là ou pas. Parce que certains auraient tendance à écrire ça, puisque comme le A apparaît en premier ici, sans trop réfléchir, certains feraient peut-être ça. Bah, faites un petit dessin rapidement et vous verrez bien l'erreur commise. Donc ça vaut pour démonstration. En gros la démonstration, je ne vais pas la détailler, mais ça revient à faire ça avec des calculs d'intégrale. C'est tout. Voilà. C'est exactement la même chose mais avec des calculs d'intégrale.
Donc déjà ça, on a déjà capture d'écran. Si je peux qu'on voie peut-être tout. Faudrait peut-être que je... Non, je sais pas. Alors, première capture d'écran, peut-être on en fera deux. Et ensuite deuxième capture d'écran. Merci Lucas. Et pour la fin, là comme ça, c'est peut-être que pour qu'on voie mieux la fin. Ensuite, ceux qui ont téléchargé ou imprimé, donc on va passer donc à l'utilisation de la calculatrice, parce que pour calculer des lois normales, on est obligé de passer par la calculatrice. Et en plus, vous avez de la chance parce que vous avez quand même des calculatrices performantes. À mon époque, il y avait un petit travail à faire qui était assez pénible. Donc là, il y a des calculatrices qui sont assez performantes. Donc ici, vous avez une probabilité donc à calculer avec la loi normale centrée réduite. Je rappelle que ce petit symbole là, ça veut dire que Z suit la loi normale N, centrée 0 d'espérance 1, réduite d'écart type 1 ou de variance 1. On verra que ce sera la variance, mais c'est pareil. Donc ça veut dire que Z suit une loi normale centrée réduite. Et on va calculer, donc comment on calcule la probabilité que Z soit compris entre moins 1 et 1. Alors déjà par définition, vous allez écrire ça si vous avez votre cours. Donc par définition, je rappelle que c'est l'intégrale de la fonction de Laplace-Gauss. Ça c'est donc l'intégrale entre moins 1 et 1 de 1 sur racine de 2pi exponentielle de moins x carré sur 2 dx. Mais cette intégrale là, avec toutes les techniques usuelles qu'on connaît, c'est-à-dire le calcul de primitifs qu'on sait faire, on ne peut pas la calculer. D'accord? Donc vous ne pouvez pas trouver une primitive, vous n'aurez aucune chance d'écrire ça comme ça. Par exemple, f de x entre moins 1 et 1. D'ailleurs, je mettrais plutôt un grand phi, hop, comme ça. On n'aurait aucune chance d'écrire ça. Ça, c'est pas possible. D'accord, je l'efface. Ça, c'est pas possible, c'est écrit en bas. Donc, on va utiliser la calculatrice. Donc, je vous conseille de prendre votre calculatrice et de faire avec mes commentaires à moi qui sont là. Donc si vous avez une Casio, une TI ou une Numworks, alors la Numworks c'est ce qu'il y a de plus simple, vraiment, c'est pour ça que je vous l'ai conseillé en début d'année, mais pour ceux qui avaient envie de changer de calculatrice. Mais là donc, si vous avez, alors la Casio, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus compliqué, même la TI, ici, donc vous allez donc vous faites ça, menu, vous allez choisir le menu stat, etc. Bon, j'ai pas de TI, et ce qui est important c'est de comprendre c'est lower et upper, d'accord? Vous voyez là, le lower et upper, on va peut-être faire plus gros. Lower, upper, ça va me donner les bornes. En fait, donc comme je l'intègre entre moins 1 et 1, ou comme je regarde la variable aléatoire entre moins 1 et 1, je donne la valeur la plus basse et la valeur la plus haute. Et bien sûr, ici, mon écart type il vaut 1 et mon espérance elle vaut 0. Donc ça, c'est le fait que c'est une loi normale centrée réduite. Pareil pour la TI. Vous mettez donc les bornes. Alors vous mettez moins 1, là c'est moins 1. Là vous mettez 1. On les retrouve ici. Et après vous mettez donc l'espérance, donc 0 et l'écart type 1. Pour ceux qui sont sur TI-83, je l'ai vu après parce que j'ai... Donc vous faites seconde distrib, d'accord? Vous avez toujours la même chose. Vous choisissez 2 pour normal frep. Et là, je vais l'écrire ici, peut-être parce que ce sera pour ceux qui ont la TI-83. Je ne l'avais pas fait, donc pour la TI-83 Premium. Là, ici, vous avez borne sup, enfin borne inf, borne sup plutôt, dans cet ordre-là. Donc la borne inf, ils ont marqué borne 1, on aurait pu mettre un F. Pour la borne 1, vous mettez donc moins 1. Pour la borne sup, vous mettez bien sûr 1. Et bien sûr, pour l'espérance, vous mettez 0. Et pour l'écart type, vous mettez 1. Et après, vous mettez coller. Et après, normalement, vous avez le résultat. Donc, je vais le faire comme ça, je vais avoir le résultat. Donc, normalement, après, vous avez l'affichage qui se trouve comme pour les TI normales. Enfin, les TI peut-être de modèle inférieur. Et donc, et vous obtenez quoi? Qui a le résultat? Environ 0,68. Très bien. On va prendre, aller jusqu'au 68, 27. On va prendre jusqu'à 4 chiffres après la virgule pour que tout le monde... 68 arrondi, donc 27. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Monsieur, c'est quoi la différence entre les deux normales 1 et 2?
Quel normal 1 et 2? Ah oui, donc ça c'est pour calculer des probabilités. On verra ça. Peut-être je me pose la question. Alors chaque année, ah oui. Ah non, tu peux prendre valeur de x. Je sais plus, tiens, donc si je mets ça, ça me donne quoi? Je sais pas ça. À mon avis, ça donne un intervalle centré. Ça veut dire que ça fait entre moins 2 et 2. Donc si je fais ça, ça doit marcher. Là, je m'en souviens plus. Donc là, si je mets moins 1, ça doit faire le même résultat. Ah non. Alors je sais pas, à réfléchir. Je ne sais pas. Je vais réfléchir. Je l'ai su, mais comme je le fais une fois par an, je m'en souviens plus. Et pour ceux qui ont la Casio et la Numworks, vous avez trouvé la même chose? Non, Lou par exemple qui a une Numworks, je sais qu'il a une Numworks. Tu as fait le calcul? Pas de réponse. Je vais mettre pause d'abord. Calculer lorsque là vous avez donc ici z inférieur ou égal à 2. Pour les Casio comme pour les TI, vous n'avez pas de borne inf. Donc là vous mettez donc un nombre très petit. Donc là vous mettez 10 puissance, moins 10 puissance 6. Là vous mettez 2. D'accord? Tout comme pour la TI là. Inversement, c'est marqué supérieur ou égal à 2. La borne inf c'est 2 et la borne sup par contre c'est 10 puissance 6. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Des questions pour ceux qui n'y arriveraient pas? J'ai pas réponse à tout sur les calculatrices. Hein. Et après, il y a des modèles qui sont peut-être différents de ce que j'ai trouvé. Mais allez sur le web, hein, il y a plein de vidéos, plein de tutos pour ce genre de manipulation à faire. Allez sur les sites d'Yvan Monca ou sur les sites de mathétiques où j'ai compris les maths. Là, je crois qu'il y a pas mal de choses. L'écran, ok. Non, c'est normal CDF. Au cas où j'ai cet écran. Ah oui, normal CDF. Ça et j'ai le zoom. Ok, ça marche. Normal CDF. Je sais pas pourquoi il y a marqué CDF. Je sais pas pourquoi le C. Calcul de je sais pas quoi. DF. Parce qu'il y a une sorte de fonction de répartition dedans. Mais après, je sais pas. Ça doit être calcul de fonction, je pense. Et calcul de fonction normal devant. Calcul de fonction normal. Donc, bon, ça c'est vraiment à savoir faire des manips, à savoir refaire rapidement. Ceux qui ont la Numworks, franchement, c'est hyper intuitif. Il n'y a pas trop de questions à se poser. Donc, il y a peut-être à choisir éventuellement la forme de ce que vous voulez. Si vous voulez simplement entre deux bornes, entre une borne sup ou une borne inf, c'est comme vous voulez. Vous avez le choix de choisir. C'est ça qui est bien. Donc, et vous avez, je dirais, graphiquement, c'est assez lisible. Alors que dans les calculatrices comme TI ou Casio, on voit apparaître donc des commandes en fait, des fonctions. C'est moins intuitif, je trouve. C'est pour ça que la Numworks a quand même des avantages. Ensuite, si on peut passer à la suite. Oui, ça vous va? Oui. Alors, on va passer à la suite. Capture d'écran, ça a été fait. Je sais même plus de ça. Ça a été fait avec les valeurs en bas là. Donc je vais le mettre ici, là, et ici. Très bien. Donc ça c'est une manip à savoir faire. Hein. Je peux pas vous, c'est pas mathématique, c'est juste de la pratique. Hein. C'est presque comme des séances expérimentales. Il faut prendre sa calculatrice et le faire par vous-même. Il n'y a pas de raisonnement particulier à retenir. Monsieur, Oui. si on voit un Z entouré dans une probabilité, c'est que forcément le micro il est égal à 0 et le sigma il est égal à 1. Si j'ai un Z entouré, ça veut dire quoi un Z entouré? Je sais pas. Enfin, je veux dire, moins 3 égal à Z ou égal à 5. Si on a un Z dans ce cas-là avec une probabilité, c'est forcément que... Ben non, il faut que dans l'énoncé, en tout cas, on te dise que par exemple, là, il faut qu'on te dise que c'est une loi centrée... qu'on te dise que c'est une loi centrée réduite, la normale centrée réduite. D'accord. Tu verras dans le chapitre, tu peux le feuilleter, celui que je vous ai envoyé. Ça, on appelle ça la loi normale centrée réduite.
Après, il y aura le cas général, on appelle ça la loi normale, tout court. Après, il y aura donc différentes valeurs pour l'espérance et pour l'écart type. Ce sera pas 0, 1, mais ça peut être 1, 2, tout ce que tu veux. C'est bon? Oui. Donc ça, c'est vraiment un cas particulier. Dans le livre, ils appellent ça la loi standard, mais j'appelle ça, moi, la loi normale, centrée, réduite. Centrée parce que l'espérance est nulle, 0 ici, d'où c'est 0, et réduite parce que l'écart type ou la variance, elles valent 1, toutes les deux. Après, on verra le cas général, qui est donc, là, si je vous montre le cours, donc ça, c'était le cours qu'on... Hop, je vais mettre à 75. Là, ici, donc, vous avez donc la calculatrice, et on verra après, donc, la loi générale, la loi normale, le cas général, et vous allez voir que il y aura donc, ça va dépendre de l'espérance, et donc de la variance ou de l'écart type au carré. Et on notera ceci d'ailleurs comme ça. Il manque une parenthèse, là je me suis trompé, déjà. Bon, passons à l'exercice type suivant, qui est là. C'est dans le cours, hein, il est dans le cours, hein, je l'ai juste pris comme capture d'écran. À la suite du cours, vous aviez ça. Ah non, ça c'est pour après, non c'est pas du tout ça. Là, ça on vient de le faire. Et maintenant on fait l'exercice méthode qui est ici. Et quand on aura fini ça, le cours sera terminé. Vous voyez, le cours il sera terminé. Donc, ici, vous avez donc, il faut calculer à la calculatrice ces deux valeurs-là. Je vous laisse le faire, vous me dites. Et après, donc, je vous laisse réfléchir aussi. Et ensuite, il faudra calculer ces probabilités sans utiliser l'outil de probabilité de la calculatrice. Vous pouvez faire 1 plus 2 si vous voulez, mais vous n'avez pas le droit de faire les commandes qui sont en bas, là, faire menu stat ou seconde distrib. Vous n'avez pas le droit de faire ça, il y a encore moins utiliser le menu probability dans Numworks. Donc, c'est à l'aide des propriétés qu'on a vues, que je vous rappelle qui sont là. Voilà, la propriété 8, là. Utilisez les propriétés vues ici pour calculer donc les valeurs à partir de ces probabilités-là. Donc je vous laisse faire. Je ne sais plus pourquoi j'avais pris ces captures d'écran. Je ne sais même plus pourquoi j'ai fait ça. Je mets pause, je vous laisse. Donc ici, la probabilité que Z soit inférieur ou égal à 3, sachant que Z suit une loi normale centrée réduite. Vous avez trouvé combien? Alors Lucas me propose ces belles captures d'écran. Alors, je vais me rapprocher mon PC, je vois pas très bien. Alors, je suis un super... Alors, j'avais demandé inférieur à 3. Il n'est pas celle-là. En plus, j'ai demandé de trouver les valeurs sans utiliser l'outil de probabilité de la calculatrice, Lucas. Donc là, tu triches un peu. Ce que je demande d'abord, c'est avec l'outil de calcul des probabilités des calculatrices, me trouver la probabilité que Z soit inférieur ou égal à 3 et que Z soit inférieur ou égal à moins 1. Ça, je l'ai pas dans tes captures d'écran. J'ai les réponses des questions d'après. C'était pas ce qu'il fallait faire. Donc, qui me donne les résultats? Personne. Attendez, j'ai stylo. 4, 9, 8, 7. Il n'y a pas un 9 ici? 9, 9, 8, 7. Ah, 9, 9, 8, 7, pardon. 9, 9, 8, 7. Tout le monde est d'accord avec Loïc? Oui, mais c'était bien la calculatrice. Ça. Oui, la question 1, oui. C'est marqué, je crois que c'est Ava ou Tina. Il y a marqué avec la calculatrice. Hein. Oula. Donc voilà, ça c'est bon. Ensuite, deuxième résultat, P de Z inférieur ou égal à moins 1. 0,1587. Ouais, c'est possible. Vous avez ça? Oui, me dit Frédéric. Très bien. Alors, maintenant, ça c'est acquis. Vous savez ces valeurs. On va utiliser ces valeurs-là pour faire les calculs. Mais comment je vais justifier les probabilités qui sont demandées dans la question de petit a, sachant que je ne dois pas utiliser l'outil de probabilité de la calculatrice. Je peux utiliser l'outil calcul,
mais pas de probabilité. Donc je peux faire des calculs comme... Les formules qu'on avait plus haut. Tout à fait. Donc moi je les connais pas par cœur, mais je me fais un dessin. Et vous voyez que comme la courbe de Gauss, la place, elle est symétrique par rapport à l'axe des abscisses, la probabilité que z soit supérieure ou égale à moins 3, c'est tout ce qui est en vert là, c'est la même chose que la probabilité que z soit inférieure ou égale à 3. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord ou pas? Oui. Donc ça, c'est pas à justifier, j'écris tout simplement. Ça, c'est le cours en fait. Vous pouvez faire un dessin si vous voulez justifier, ça évite des phrases longues. Mais ça, donc c'est pareil que inférieur ou égal à 3. Autrement dit, c'est donc 0,9987. Est-ce que Lucas, en capture d'écran, avait ça? Je suppose que oui, je vais quand même vérifier. Ah mais il a supprimé les captures d'écran, je crois. Il a effacé les preuves. Donc voilà. Ensuite, pour les calculs du P de Z supérieur ou égal à moins 1. Et là, vous avez inférieur ou égal à moins 1. Comment on peut justifier? On pourrait faire un dessin. Mais là, vous voyez que c'est la même chose. Donc, il y a le moins 1 là et le moins 1 là. Sauf que là, il y a inférieur, là, il y a supérieur. Quel lien peut y a-t-il avoir entre les deux? Voilà, on prend la probabilité du complémentaire et on sait que ça fait 1 moins l'événement contraire. Mais comme je vous ai dit, être supérieur ou égal à moins 1, c'est être inférieur strictement à moins 1. Mais comme je vous l'ai dit que les inégalités larges ou strictes, ça n'est pas d'importance puisque ponctuellement la probabilité est nulle. Parce que la probabilité en moins 1, que z égale moins 1, c'est nul. Donc au final, ça c'est aussi ça. Donc je peux mettre le strictement inférieur, je peux le remplacer par inférieur ou égal sans rien changer. Ce qui me donne donc le calcul donc à peu près égal. Donc là je peux 1 moins 0,1587. Et combien ça vaut ça? Si quelqu'un veut bien faire la calculatrice, ça m'arrange. Je vais déplacer ce petit truc. Je vais la déplacer. Ça fait 0,841. Ok, 0,841. Tout le monde est d'accord? Donc, j'ai pas le stylo là, je le sens. Hop. 0,841. Donc là, il y a un petit truc. Donc ça, c'est les calculs. Derrière, regardez le même nombre de chiffres. Pardon? Il y a même un 3 derrière. Ah, merci. Oui, qui a parlé? Nolan ou Esteban, j'ai vu. Oui. Non, c'est moi. Comment on fait pour trouver des nombres à partir juste de P de Z inférieur et à 3? J'ai pas compris. Comment on fait pour trouver des nombres? Oui, enfin, juste avec des P. Juste. Avec des probabilités. On calcule l'intégrale en fait. As-tu savoir comment on trouve cette valeur là 0,9. Oui, je l'ai pas très bien compris. Ben, ça, alors je remonte au-dessus, et merci de t'es peut-être pas le seul. Je te rappelle que les intégrales, attends, je vais te voir sur le cours là. On calcule comme ça. Tu sais que tu sais que quand tu as ça, donc z entre a et b, ça, du fait que la fonction de Laplace-Gauss est une densité, on a donc créé la loi normale ici sans très réduite. Et donc pour calculer une probabilité, tu calcules en fait une intégrale. Et une intégrale, comme la fonction elle est positive et continue, c'est l'aire sous la courbe. Tu comprends? Géométriquement. Donc quand je mets par exemple a qui vaut moins 2 et b qui vaut 1, c'est le cas ici, a vaut moins 2 et b vaut 1, ben cette probabilité, c'est l'aire qui est sous la courbe. C'est bon? Ou pas? Ça te parle ou pas? Ou c'est pas clair? Ah non, moi c'était plus le fait de le trouver sans la calculatrice. Ah, sans la calculatrice, ça n'est pas possible, ça a été dit ici, ça a été dit là. Donc, je vais remonter en haut plutôt que là dans mon cours. Tu sais que, théoriquement, la probabilité donc, que z soit entre moins 1 et 1, c'est l'intégrale entre moins 1 et 1.
Mais en fait, on n'a pas de technique pour trouver cette primitive. Si tu veux, on ne connaît pas de primitive de cette fonction. Par contre, on est capable de calculer des valeurs, enfin de trouver des valeurs rapprochées de cette intégrale. D'accord? Il n'y a pas d'expression connue de cette, enfin que je ne connaisse, en tout cas moi, j'ai pas tout le savoir mathématique, mais il n'y a pas d'expression connue de cette primitive, de cette fonction. En revanche, on est capable de calculer des valeurs rapprochées de l'intégrale de cette fonction. C'est bon? Tu comprends ou pas? Après, comment on fait la machine? Elle utilise certaines méthodes que je ne vais pas détailler. Il y en a plusieurs, je ne les connais pas toutes, mais il y a des méthodes qui sont plus efficaces que d'autres en termes de rapidité d'exécution, enfin de complexité d'algorithme, comme on dit. Mais voilà, c'est ça l'idée, c'est qu'il faut calculer l'aire de cette, calculer la valeur de cette intégrale. Et après, il y a des méthodes pour y arriver. C'est bon? Voilà. C'est pour ça que j'ai fait des dessins ici, parce que c'est l'aire sous la courbe. C'est bon? Il faut bien voir ça en tête que ces probabilités-là, avec la loi normale centrée réduite, ce sont des calculs d'aire d'intégrale, qui correspondent à des aires sous la courbe, puisque la fonction elle est continue et positive. Donc là, si tu vois bien, regarde, pour le dernier, le B, on veut, si je devais calculer, d'accord, si vous avez une calculatrice assez puissante, comme celle de Loïc par exemple, je pense qu'elle peut le faire. Au lieu de prendre le menu probabilité de votre calculatrice, si elle le permet, je crois que même elles le font peut-être des T83, vous calculez l'intégrale entre moins 1 et 3 de 1 sur racine de 2pi, de la donc exponentielle de moins x carré sur 2 dx. Si vous me trouvez cette valeur-là, vous avez la probabilité. Vous n'êtes pas obligé de passer par le menu probabilité si votre calculatrice permet de calculer des valeurs d'intégrale. Je crois que c'est une TI-83 Premium, là, celle que j'ai. Vous faites seconde fraction, là, il y a une petite intégrale. Et si vous le faites, vous devez y arriver. Alors, je vais le faire pour vous. Je ne sais pas si je vais y arriver. 3. Et là, c'est donc... Bon, je n'ai pas envie de le faire, ça m'énerve déjà. Bon, je n'ai pas envie de le faire. Mais vous pouvez essayer de calculer l'aire de cette intégrale avec votre calculatrice. Et normalement, vous devez trouver le même résultat qu'on va trouver. C'est bon ? Est-ce que c'est clair pour Nolan et d'autres éventuellement? Ben, mais ça, par contre, Nolan, je vous laisse chercher dans votre modèle, faites-le. Là, j'efface parce que c'est pas ça qu'il faut retenir, mais enfin, il faut peut-être l'avoir compris. Mais du coup, nous, on va plutôt utiliser des propriétés donc de la fonction de Laplace-Gauss. Ici, je veux l'aire entre moins 1 et 3 sous la courbe. Donc, je vois bien que si je prends juste l'aire entre moins l'infini et 3, ce qui correspond donc à P de Z inférieur ou égal à 3. Donc, ce qui a été calculé ici, la question 1. Donc, l'aire entre moins l'infini et 3, c'est trop. Si je veux l'aire entre moins 1 et 3. Donc, simplement, à cette aire-là, je vais lui retrancher l'aire entre moins l'infini et moins 1. Donc, au final, je retranche donc les valeurs que j'ai trouvées précédemment. Et des trucs qui sont partis, dis donc. Ah non, c'est moi qui d'accord. Donc 0,9987, donc 0,9987 moins 0,1587. Et vous trouvez combien? On trouve 0,1567 en fait. C'est ça, 1567. Donc on peut vérifier. Donc je vais vérifier. Pardon, je me suis trompée de... Oui, je suis un peu surpris là. Oui. Je trouve ça un peu bizarre, oui. Vous avez trouvé quoi? « 0,84. Mon stylo, il... Alors je vais le faire avec l'outil probabilité. Je vais voir si ça correspond. Hop. Moins 1, 3. Voilà, 0. Ah oui, arrondi, ça fait 84. Ou ça fait donc, si je regarde mon petit truc,
Ça fait donc 0,8399 si on va être un peu précis. Et pour le calcul là, bon, c'est pas non plus ce qui est le plus important, mais si je prends plus de chiffres après la virgule, là je vais le faire. Ça fait 0,84 avec... Ah oui, je pense que ça s'annulait en fait, j'avais pas fait attention. Donc voilà, est-ce que c'est clair pour tout le monde, ce genre de technique? Vous avez compris l'essentiel, au moins? Oui. Je vais mettre pause comme ça.